après le meurtre de René Nicole Good à Minneapolis par les agents de l'ICE, la police des frontières. La population du Minnesota avait prévu une immense grève générale contre ICE, que j'avais un petit peu décrit comme déjà comment dire, un truc qui n'arrive jamais aux États-Unis, hein, qui n'est jamais arrivé depuis des années, voire voire des dizaines, voire même un siècle aux États-Unis, une grève générale. Donc une grève générale à l'échelle de l'État du Minnesota, et grâce à laquelle on a vu du coup des masses, une foule de gens qui sont descendus dans les rues pour crier non à ICE, ICE out, etc. Et du coup, donc j'avais dit que c'était à la fois une grève générale contre le gouvernement fédéral, hein, mais bon, c'est pas Trump, il va pas se dire oh là là, une grève générale, il faudrait que j'enlève ICE de ce truc, hein, parce que lui, son but, c'est de faire plier le Minnesota, mais c'est aussi une grève générale qui vise le pouvoir en place dans le Minnesota, qui ne fait rien, qui ne déploie toujours pas la garde nationale pour dégager ICE, qui ne déploie toujours pas sa police pour sécuriser les personnes quand il y a des raids, etc. etc. Donc tu as aussi un truc, tu as eu, on va dire, un double rapport de force. Je pense que beaucoup des gens qui sont dans ces grèves sont encore favorables au gouvernement démocrate du Minnesota, etc. Mais il y a quand même une frustration qui commence à grossir en ce moment au Minnesota, c'est putain, genre il y a des milices armées qui nous butent dans les rues, et le gouverneur qui aurait le pouvoir d'envoyer sa garde nationale pour nous protéger ne le fait pas. Donc il y a de plus en plus aussi cette double tenaille un petit peu que met en place la population dans ses réflexes d'autodéfense, de commencer à dire notre gouverneur aussi il fait de la merde, le maire il arrive que pour la photo et puis après il se barre, genre agissez tout de suite quoi. Le mec qui gouverne l'État a ouvert sa gueule mais il a pas agi, ouais c'est ça, il a dit ah vous êtes beau dans votre résistance et Trump c'est pas bien, mais il a rien foutu, genre il a tweeté. Et donc là du coup on a vu ces foules là et c'est vraiment des foules de malades. Dans cette image on voit pas grand chose mais déjà genre c'est un truc de fou. Et en fait, tu as globalement tous les gens de à peu près tout l'État qui ont convergé vers Minneapolis pour une grève générale. Donc ça, c'est à New York City où tu as aussi eu des rassemblements en soutien à la grève générale du Minnesota. À Philadelphie aussi, tu as eu des foules de gens qui se sont mobilisés, etc., etc. Donc, on a eu une fin de semaine, en fait, pleine de mobilisation sous moins 30 degrés. Sous moins 30 degrés dans le froid, etc. Mais putain. Et avec, ouais, voilà, c'est cette cette vidéo, pardon, qui est impressionnante. Où tu vois les images de drones, où les rues sont noires de monde, absolument partout. Et il y a vraiment un soulèvement général, quoi, de la population du Minnesota. Voilà. Et ce même jour, je crois, une scène qui a été filmée, du coup, pareil, dans les rues, il me semble, de Minneapolis, où ICE a tué à nouveau un homme de sang-froid en pleine rue. Où on voit que, donc là, c'était un mec, en gros, qui était sur le côté et qui filmait, en fait, ICE. Qui se fait maîtriser par ICE. Ils sont à 4 sur lui, etc. Donc le mec, à ce stade-là, il est désarmé, il est maîtrisé au sol. Et là, celui-là, cet agent-là, il va sortir son flingue, commencer à tirer. Ils se reculent tous, et après lui, il lui met quelques autres balles en plus, et il l'abatte comme ça en pleine rue. Ça fait trop badé. Ça fait ultra badé. Il y a un autre angle qui est encore plus badant, parce qu'en gros, là, on voit une meuf qui filme de l'autre côté, plus proche de la tuerie, et qui s'éloigne au moment où il tire en mode wesh, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Et il continue de tirer une fois que le mec il est au sol, etc. C'est une folie. Et genre. Mais tu penses que les flics de ICE autant radicalisés, est-ce que même la fin du mandat de Trump, ça va les calmer ou... Bah Oui, non. c'est ça, c'est que Là, ils étaient déjà horribles avant et là ils sont unleash, on est d'accord que il y a pas mal de journalistes il y a d'investigation. presque un effet non-retour, quoi. Ouais, il y a pas mal de journalistes d'investigation qui enquêtent sur le recrutement en fait de ICE, et en fait donc notamment une qui a été en mode à quel point la barre est basse pour me faire embaucher dans ICE, et à quel point ils font un background check, tu vois. Donc elle était en mode vas-y, je dépose mon CV dans lequel il y a un immense trou qui normalement devrait être ultra bizarre. Ouais, red flag. Il y a ouais. mon vrai nom dessus. Si tu me googlises, tu sais que je suis journaliste indépendant, journaliste d'investigation, que je suis anti-Trump, que je suis clair dans mes positions, etc. Vas-y, je me rends à une foire de recrutement pour ICE, etc. Et on va voir ce qui se passe. Elle se rend au truc, elle remplit les papiers, personne lui pose de questions, quoi que ce soit, personne même lit son CV, etc. Elle mentionne qu'elle a une expérience militaire, et du coup on dit ah ben génial, on va mettre ton papier au-dessus de la pile parce qu'on a besoin de gens qui ont une expérience militaire. Et ensuite, et après elle est en mode bon voilà, j'ai déposé le truc, mais bon c'est évident qu'ils vont pas me prendre, je suis ultra flag, etc. Voilà. Et en fait, 2 semaines plus tard, elle reçoit même pas de deuxième round d'admission, juste directement un lien pour confirmer son embauche à ICE.
Et elle est en mode ok d'accord, donc en Ah oui, fait d'accord. n'importe qui peut rentrer, déposer un CV bidon, personne va être surveillé, etc. Et en fait il y a eu pas mal de journalistes aussi qui ont, parce qu'en fait le problème de ICE c'est qu'ils sont masqués, ils n'ont pas de matricule, il y a quasiment pas de traçabilité sur quel agent est relié à quelle identité. Et en fait tu as des journalistes qui soupçonnent énormément ICE d'avoir massivement recruté des anciens insurgés du 6 janvier pour remplir leur rang, et notamment beaucoup d'anciens Proud Boys, beaucoup d'anciens membres des milices, etc. Donc on soupçonne déjà les membres de ICE de venir de ces milices fascistes. Et donc en effet, la question de la démobilisation et de la réintégration d'une société normale va être explosif. Hein. Genre, tu vois, encore une fois, t'as le truc de... On est au bord de la guerre civile, mais aussi parce que tu as une radicalisation dans les milices... Enfin, ICE agit comme cette radicalisation des milices fascistes, quoi. Et plutôt cette officialisation, en fait, des milices fascistes. Des mecs qui étaient déjà violents, mais qui se sont légitimés par un État, un peu ce que faisait la Gestapo. Bah du coup, plutôt la SA. Mais oui, en effet, c'est le même principe de recrutement que la SA. Il s'appelait Alex Prétier, c'était un infirmier de 37 ans. Ouais. Et là, pareil, tu vois, encore un meurtre assez symbolique, parce que c'est un homme blanc, infirmier. Et genre, tu sais, t'as un truc aussi de... Enfin, tu sais, t'as un truc même dans la composante, parce que Renée Good, c'était une femme blanche, mère de famille. Bon, alors t'avais le côté lesbophobe du meurtre aussi, qu'il faut souligner quand même, qui je pense qu'il Non, a mais là joué. même, il tue. Est-ce qu'il y a pas un truc de bandé sur le fait de tuer des gauchistes Oui. un peu? Ah, totalement. Oui, là, c'est juste, là, juste le gars, il filmait le raid de ICE. Il était en mode, comme tous les gens qui surveillent, qui font du monitoring, etc., en mode vigilantisme, enfin, qui sont vigilants, en fait, au quotidien, etc. Et c'était juste en mode, on se venge sur ce gauchiste qui nous fait chier, et avec leur sifflet de merde qui siffle dès qu'on est là, quoi. Donc, ça commence à justifier le truc en disant qu'il avait une arme. Ouais, sauf que le port d'armes est légal dans l'état du Minnesota. Et en effet, il portait une arme, car le port d'armes est légal. Mais oui, il commence à justifier en disant qu'il portait une arme, que soi-disant il avait pointé son arme, alors qu'en fait, quand tu regardes les images, il était déjà désarmé et son arme était déjà neutralisée. Enfin, tu sais, t'as plein de trucs où en vrai, encore une fois, ils Oui, essaient de ça spin marche ce pas leur truc en excuse de mode merde, quoi. légitime défense, alors que non, quoi. On voit un garde de ICE lui prendre son arme dans le dos juste avant qu'il se fasse tuer. Ouais, c'est ça. Hein. Ils lui prennent son arme et après ils le butent. Ils le prennent son arme et après ils lui foutent des balles dans la tête, quoi. Oui, du coup, il avait une arme, mais en vrai, on s'en bat les couilles. Oui, oui, parce qu'il l'a porté. Tu sais, en fait, il y a la différence en gros aux États-Unis entre le carrying et le brandishing. Donc, c'est-à-dire porter une arme et les brandir l'arme, tu vois. Donc, brandir l'arme est interdit parce que c'est considéré comme une menace, mais la porter est autorisée. Et en fait, là, en l'occurrence, c'est un cas classique de port d'arme. En plus, c'était concealed carry parce que du coup, en fait, son arme était dans son dos, donc elle était cachée. Donc, c'est encore un autre truc parce que tu as le open carry où tu as le droit de porter une arme ouvertement et de la montrer ostensiblement, sans pour autant la brandir. Et tu as aussi le concealed carry où tu as le droit de porter une arme mais tu pas le droit de la montrer en public. Et donc là, il était en conceal, tu vois. Genre là, son arme, elle était dans son dos, tu vois. Genre, c'était pas. Bref. Donc voilà, encore un truc, encore un meurtre complètement atroce qui vient du Minnesota. Et encore une fois, tu vois la situation qui est de plus en plus intenable pour la population, qui se rend bien compte, et je vois beaucoup de militants qui commencent à être en mode putain, ça commence à faire chier, qui sont pas protégés ni par la police ni par la garde nationale de leur propre État, même si leur gouverneur en mode Trump, il est méchant, etc. Enfin bref, on voit que leur Oui, gouverneur en s'est fait, fait. les démocrates, ils laissent quand même faire, mais en faisant genre ça les offusque, quoi. Bah ouais. Et du coup, tu as de plus en plus de crainte en fait que ça dégénère vraiment. Parce que en fait, à partir du moment où le gouverneur de l'État envoie comme signal à la direction de ICE qu'ils peuvent buter ces citoyens tranquilles dans la rue, ils se feront pas arrêter, ils se feront pas inquiéter par la police, il y aura pas la garde nationale qui viendra protéger, ça donne aussi un signal à ICE de se dire c'est bon, on est les rois du pétrole, on peut buter qui on veut dans la rue parce que de toute façon, il déploie pas la garde nationale contre nous. Il y a pas de rapport de Mmh, force. mmh. Donc on peut y aller. Donc c'est une catastrophe, quoi. Dis-moi s'il est plutôt progressiste. À l'échelle des démocrates, il est considéré comme progressiste. Après, c'est pas Zoran Mamdani, hein. Il est plutôt progressiste en termes de politique sociale, mais ça reste un démocrate. C'est-à-dire un mec qui a peur de son ombre. Et en vrai, il a eu des menaces de fou de la part de Trump, et Trump le target particulièrement, etc. Mais il a pas non plus forcément le courage de se dire oui, bonjour, maintenant tu es dans la situation de ce mec qui doit résister à Hitler, en fait. Genre oui, ça fait pas plaisir, mais en fait tu es dans cette situation où l'histoire t'appelle. Et c'est ce que là les démocrates ils répondent juste pas à l'appel de l'histoire, quoi. Au contraire, là ça offre à Trump la possibilité de déclarer qu'il y a insurrection. Bah oui. Et du coup la possibilité d'encore plus Oui, après lui, de toute façon, il peut détruire. tout déclarer comme il veut, quand il veut, mais oui. Oui. Et on voit qu'il y a il y a de plus en plus, j'ai l'impression en tout cas, qu'il y a de plus en plus une guerre psychologique qui commence à être menée contre l'entièreté des États-Unis en utilisant le Minnesota comme exemple, où l'impunité complète des assassinats de ICE, l'impuissance des populations face à leur propre gouverneur qui ne les aide pas, ça permet aussi de mener une guerre psychologique pour Trump à direction des autres États, en mode, de toute façon, vous pourrez rien faire. De toute façon, si même le Minnesota, l'État turbo-démocrate avec des turbo-politiques de gauche, ne vous protège pas, Philadelphie, voilà, vous êtes foutus, quoi.
T'as un gros bloc des États-Unis qui sont en mode let's go lutte armée avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Bah, en vrai, je comprends, hein. Et en vrai, c'est le meilleur prétexte pour Trump de se mettre à encore plus massacrer sa population. Et parce qu'il y a un truc, je vais faire une comparaison qui vous paraîtra peut-être hasardeuse. On parlait de l'Iran récemment, mais par exemple, une des stratégies qui est celle des gardiens de la révolution, parce que là, en ce moment, en Iran, il n'y a quasiment plus aucune manifestation. Les gens, ils ont trop peur de sortir de chez eux pour manifester. Et genre, par exemple, une des stratégies du gouvernement iranien, ça a été notamment de faire des décomptes du nombre de morts. Les images qui étaient diffusées par la télé publique des gens à la morgue qui cherchaient leurs proches, etc., c'est aussi une stratégie du gouvernement pour faire suffisamment peur à leur population pour que les gens soient trop flippés pour sortir de chez eux pour manifester, tu vois. C'est pour ça que je pense qu'il y a de plus en plus une stratégie qui peut, en tout cas, être mise en place dans tout l'arsenal répressif de Trump, échauffer suffisamment les esprits pour que des gens se disent vas-y, let's go, on sort avec nos guns et on commence à faire justice nous-mêmes et à buter les gens de ICE, on s'en bat les couilles, de toute façon le contrat social il est niqué, pour encore plus justifier de massacrer son peuple et dire voilà, maintenant sortez plus de chez vous et laissez-vous faire. Donc ouais, hein, il y a beaucoup d'inquiétudes en tout cas. Ça, c'était pas plutôt tuer des manifestants en masse. Alors, c'était de tuer des manifestants en masse, mais aussi de faire publicité de ces meurtres. Il y a la double strate de la part du régime iranien. Parce qu'encore une fois, c'était la télé publique, c'était la télé du régime qui faisait le décompte des morts, qui montrait les images des corps à la morgue, etc. Donc c'était la double stratégie, de buter et d'en faire la publicité. Après, la strate anti-gilet jaune, c'est un peu la même. Bah, bien sûr, en fait, tu fais monter le niveau de violence en face pour intimider suffisamment les gens pour qu'ils ne sortent pas. Parce qu'en vrai, la strate anti-gilet jaune, il y avait eu plusieurs strates anti-gilet jaune. Tu avais une strate de faire monter le niveau de violence. Tu avais la strate des espèces de... tu sais, les trucs cahiers de doléances à la con, là, en mode on va faire semblant d'intégrer une partie des revendications pour faire rentrer chez eux ceux qui sont les plus flippés et laisser dehors que les fous du bus qu'on pourra réprimer en toute impunité. Et tu avais aussi la strate de laisser pourrir le truc en simplement ne faisant rien. Mais ça, c'est une strate qu'on voit aussi beaucoup face aux mouvements sociaux un peu plus classiques, de ne pas répondre, rester lettre morte des demandes de la population et de laisser les gens s'épuiser tout seuls et se désespérer eux-mêmes parce qu'ils peuvent sortir dans la rue, ça change rien, quoi. S'ils cherchent à faire peur à leur population, on peut parler de terrorisme. Ah mais non, mais Trump mène une politique terroriste contre son peuple. Oui, il y a un terrorisme d'État contre la population états-unienne. Et c'est pas qu'on peut parler, c'est que c'est le cas. À partir du moment où ICE va arrêter arbitrairement des citoyens états-uniens, va tuer des gens dans la rue, va, humilier, etc., c'est une tactique terroriste. Oui, c'est clair. Oui, c'est du terrorisme d'État. Enfin bref. Donc voilà, l'enfer qui se passe au Minnesota. Et voilà, et le truc qu'on m'avait envoyé, c'était ça. Et je trouve que c'est un autre aspect qui est assez intéressant. Donc c'était un truc, donc le compte X de la Maison Blanche publie une photo falsifiée par IA d'une manifestante lors de son arrestation. Les diffusion d'images modifiées par la Maison Blanche relance le débat sur l'influence de l'IA et des trucages visuels dans la communication politique. Les journalistes du Monde qui concentrent le débat sur l'IA et sur est-ce que l'IA c'est moral, alors qu'il y a un autre sujet qui est hyper intéressant. Donc là, la Maison Blanche a diffusé, générée par IA, l'image de cette femme qui est donc une militante, je crois une juriste et militante pour les droits humains, etc. aux États-Unis. Donc on la voit en pleurs avec qui est arrested en gros, etc. Donc le compte X de la Maison Blanche a publié jeudi 22 janvier la photo d'une manifestante arrêtée dans le Minnesota, la montrant en larmes, sans préciser que cette image avait été truquée à l'aide d'une intelligence artificielle. La photo en question qui montre l'avocate spécialisée dans les droits civiques. Une avocate spécialisée dans les droits civiques. Genre c'est une militante, c'est une avocate, elle a un rôle de notable dans la société, voilà. Nekima Levy Armstrong, présentée comme une agitatrice d'extrême gauche, illustre la manière dont l'administration du président Trump recourt de plus en plus à des trucages ou à des images. Donc je vais faire l'article à la place de ce journaliste de merde, illustre la façon dont le gouvernement Trump met en place un terrorisme d'État et une stratégie de guerre psychologique à l'encontre de sa propre population. Jeudi matin, la secrétaire à la sécurité intérieure, Kristi Noem, avait publié sur X une image prise au moment de l'arrestation de Mme Armstrong, avec le visage calme et sans expression. Une demi-heure plus tard, la Maison-Blanche a publié sur sa plateforme la même image modifiée pour montrer Mme Armstrong en sanglots, bouche ouverte, front plissé et larmes coulant sur le visage. Donc ça, c'est la photo originelle où on voit une femme digne, forte, qui résiste, qui ne se laisse pas impressionner et qui reste impassible malgré son arrestation. Et ce qui est intéressant, c'est que l'utilisation de l'IA, c'est pour la montrer en pleurs, désespérée, et c'est une stratégie de guerre psychologique. C'est de dire, regardez, il y a une guerre psychologique, et il y a aussi, je pense, un sadisme politique aussi derrière tout ça, un sadisme de voir une femme noire en pleurs et désespérée face à la puissance de l'État. Désolé, genre, je ne peux que voir ça aussi. Enfin, c'est comme le meurtre de René Good où je ne pouvais que voir la lesbophobie là-dedans, là, je ne peux que voir le sadisme racial derrière tout ça, où ils ont aussi comme intérêt de montrer une dame qui est une figure d'autorité, une figure de réassurance, parce que c'est quand même quelqu'un en tant qu'avocate pour les droits civiques qui est une figure de quelqu'un qui se bat
aux côtés de la population contre la politique de terrorisme de Trump contre sa propre population, etc., etc. La montrer désespérée, la montrer en larmes, c'est aussi pour saper le moral des gens qui verront cette photo et leur montrer, regardez cette femme en qui vous êtes censé avoir confiance qui est désespérée, c'est que vous, rentrez chez vous, cassez-vous, arrêtez de lutter. Et en fait, c'est ça. C'est pas juste « Ah, ça relance le débat sur l'utilisation de l'IA ». Non, ça montre une guerre psychologique que mène Trump contre sa population dans une optique de terrorisme intérieur avec un sadisme racial particulier sur le fait d'exhiber les photos d'une militante noire pour les droits humains et de la montrer comme désespérée, en larmes, face à la puissance d'un État blanc. C'est tout. Parce que la photo, tu vois ça, t'es en mode, c'est une femme résistante, digne, qui se bat et qui m'inspire et qui inspire la résistance. Et forcément, ça c'est pas bien. Ça c'est pas ce que veulent, les États-Unis. Et t'as vu, ils ont bien fait gaffe à flouter le mec de Ice. Hein. Faudrait surtout pas retrouver ce mec. Hein. L'avocate fait partie des 3 personnes arrêtées à la suite d'une manifestation dans le Minnesota. Des personnes ont perturbé le service d'une église de la capitale de l'État, Saint-Paul, dans laquelle ils ont découvert que le directeur adjoint du bureau local de la police de l'immigration exerçait la fonction de pasteur. En gros, c'était un bail où il y a un des mecs de Ice dont ils ont pu retracer l'identité. Et en fait, ils ont découvert que c'était le pasteur d'une église locale. Et du coup, ils sont allés perturber son sermon, faire une manifestation à l'intérieur et être en mode non, dégage de notre communauté, tu ne fais pas partie de notre communauté, tu ne mérites pas d'avoir un rôle de guide spirituel ou politique ou social dans notre communauté, casse-toi quoi. Ce mouvement s'inscrit dans le cadre de la contestation de l'ICE, dont un des agents a tué le 7 janvier à Minneapolis René Good, une femme de 37 ans. Ce serait bien quand même que les médias français rappellent que ICE n'a pas tué que René Good et que le seul problème de ICE, c'est pas qu'il a tué une femme blanche. C'est aussi qu'ils arrêtent et ils déportent massivement des personnes immigrées, innocentes, qui n'ont rien demandé et qui sont très souvent là de façon légale. Et même si elles étaient là de façon illégale, c'est une campagne de déportation massive qui est contraire aux droits humains. Bref. Donc les 3 personnes arrêtées, dont Madame Armstrong, sont accusées d'entrave aux droits des fidèles en réunion pour avoir tenté de les empêcher de pratiquer leur religion. Donc voilà, c'est le truc de liberté religieuse, mes couilles. Dans une interview à la chaîne CNN mercredi, Nekima Levy Armstrong avait accusé l'administration Trump de tenter de transformer une manifestation pacifique et non violente en crime. Contactée, la Maison-Blanche a renvoyé à l'agence France-Presse vers le compte X de Kaylan Dorr, son directeur adjoint chargé de la communication. Une fois de plus, à ceux qui ressentent le besoin de défendre par réflexe les auteurs des crimes odieux dans notre pays, je vous adresse ce message. L'application de la loi se poursuivra. Les mêmes continueront à circuler. Merci de votre attention, écrit Monsieur Dorr sur son post affichant la photo falsifiée. Donc, désolé, mais ceux qui ressentent le besoin de défendre les auteurs de crimes odieux dans notre pays, le crime odieux, c'est quoi? Aller manifester dans une église contre le pasteur qui fait partie de ICE. Crime odieux. C'est comme récemment dans le Minnesota, t'avais eu aussi toute une tentative de psyop de la part de ICE, où en gros, t'avais ICE était en train de faire un raid pour déporter un mec pour aller chercher dans sa maison, etc. T'avais des citoyennes et des citoyens qui étaient dehors en train de protester en mode cassez-vous avec les sifflets pour alerter les gens, etc. Et le mec de ICE a dit c'est un violeur, tu défends un violeur tu défends. Et en fait, ça a circulé dans tous les médias de droite en mode regardez cette femme qui pleure pour un violeur alors qu'on la protège d'un violeur étranger. Et donc ça, pareil, c'était le truc de essayer de peindre par-dessus l'immigré un criminel contre lequel on peut faire absolument n'importe quoi et qui justifie en fait l'entièreté de la politique de déportation massive. Bon, évidemment, ça n'a absolument pas fonctionné. Personne s'est fait gaslight par cette connerie. Mais on voit là-dedans qu'ils utilisent du coup ce prétexte d'inventer des crimes sortis de nulle part pour justifier, encore une fois, une politique de guerre psychologique et de terrorisme intérieur. La publication de la photo modifiée sur le compte X de la Maison-Blanche a entraîné de nombreuses critiques sur le réseau à l'ère de l'IA. À l'ère de l'IA, de telles images modifiées sont désormais monnaie courante en politique, remarque Walter Scherer de l'Université Notre-Dame. Elles sont fréquemment utilisées pour ok, putain. Fallait qu'ils interviewent un mec pour qu'il donne un truc intéressant. Donc elles sont fréquemment utilisées pour humilier des figures de l'opposition ou formuler des déclarations politiques extrêmes qui trouvent un écho auprès d'une base électorale, explique Monsieur Scherer à l'AFP. Ça me fait penser aux images que prenaient les nazis des sit-ins des juifs déportés quand ils sortaient des trains. Il y a pas mal d'images qu'on a de résistance des juifs à la sortie du train, à la sortie de déportation, où tu vois des gens qui sont en déportation et qui sont assis par terre dans l'herbe. Et en fait, c'était un truc de résistance pacifique. C'est-à-dire que c'était les gens qui s'étaient assis en mode sit-in, en mode on ne bouge pas, vous n'allez pas nous emmener, vous n'allez nous emmener nulle part, on bouge pas, on refuse de bouger, faudra nous bouger par la force, etc., etc. Et ça, c'était une des preuves, un des témoins de la résistance qu'il y avait et qui justement va à l'encontre de la propagande qui était que de toute façon, regardez, les juifs, ils sont trop bêtes, ils sont emmenés comme des bêtes à l'abattoir, ils sont dociles, etc., etc. Sauf qu'en fait, il y a pas mal de photos qui ont été prises par les nazis de ces sit-ins qui étaient diffusées auprès des populations
notamment dans certains journaux, etc. Justement pour dire, regardez, ces juifs sont trop bêtes, ils vont comme les bêtes à l'abattoir, ils sont innocemment assis sur l'herbe alors qu'ils ne savent pas ce qui les attend. Et en fait, justement, ces images justement de résistance avaient été utilisées, elles n'avaient pas été modifiées par l'IA pour le coup, mais elles avaient été utilisées en modifiant le contexte et en falsifiant leur contexte pour leur faire dire l'inverse de ce qu'elles disaient. C'est-à-dire que des images qui montraient un acte de résistance étaient utilisées pour montrer la docilité et l'absence de résistance des juifs. Donc tout ça pour dire que c'est en effet l'utilisation de l'IA pour humilier des figures de l'opposition, former des déclarations politiques, etc. C'est un truc qu'on a toujours vu et ça me fait beaucoup penser à ça parce que lorsque le pouvoir n'a pas l'image qu'il veut, lorsqu'ils n'ont pas l'image de la population qu'ils persécutent comme méritant leur persécution, quand ils n'ont pas l'image de cette population comme désespérée, comme docile, comme dangereuse, comme violente, comme méritant finalement ce qui lui arrive pour justement susciter du consentement à tout ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils vont faire? Soit ils vont falsifier les images, comme on le voit avec l'utilisation de l'IA, soit ils vont tout simplement diffuser les images et modifier la légende pour leur faire dire l'inverse de ce qu'elles disent. On pourrait y voir la version contemporaine des caricatures politiques dans la presse, mais il y a un manque notable de bienséance lorsqu'elles transitent par des canaux de communication officiels du gouvernement, estime-t-il. Oui, bon, un manque de bienséance... Peut-être qu'il parlait en anglais et que ça a été mal traduit, mais bon, bienséance, pour moi, le mot est assez faible, on va dire. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a intensifié son usage de visuels hyper réalistes, mais modifiés ou générés par IA sur son réseau Truth Social et d'autres plateformes. Il a ainsi publié des images retouchées de lui-même en pape, rugissant aux côtés d'un lion ou dirigeant un orchestre. Le président Trump n'a pas hésité également à publier des images modifiées visant à ridiculiser ses adversaires démocrates. D'autres membres de l'administration Trump ont recours à ces images retouchées, et certains rivaux politiques du président en font désormais aussi usage. Mais parce qu'encore une fois, c'est pas une question d'IA, c'est pas une question de oh il utilise l'IA, etc. C'est traiter ça comme des affiches de propagande d'Hitler. Traiter ça comme des affiches de propagande. Allez, de Staline si vous voulez mettre Staline là-dedans. Comme des affiches de propagande de Mussolini. C'est l'utilisation de l'image et de la modification de l'image. Pourquoi les affiches de propagande sont beaucoup étudiées en histoire de l'art, etc., etc. C'est aussi que beaucoup font appel à des techniques artistiques comme celle du collage, comme différentes courants de dessin, on peut parler du réalisme soviétique, de formes de néo-réalisme, etc., que ça fait appel à des technologies de l'image, à des techniques d'image qui sont celles de la période contemporaine, les collages, les machins, etc., mais qui véhiculent des images. Aujourd'hui, l'IA est cette technologie et cette technique d'art, mais c'est pareil pour Photoshop, c'est pareil pour les collages, c'est simplement une utilisation et un détournement des images à des fins de propagande. Et Le Monde, s'il vous plaît, faites-nous des articles qui parlent du fond politique de cette putain de propagande, pas oh là là, il y a des débats sur l'utilisation de l'IA. On s'en bat les couilles de l'utilisation de l'IA. Là, ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'ils essayent de dire. Pourquoi Trump, il se présente rugissant à côté d'un lion? Pourquoi il présente une femme noire en larmes et désespérée dans les mains d'un agent de police blanc? Pourquoi? Heureusement qu'ils ont interviewé un mec qui parle de l'humiliation, c'est quand même le b.a.-ba, quoi. Et en fait, c'est en effet, c'est une utilisation de l'image qui font beaucoup, mais qui date des Triggered Libs, qui date des compilations de SJW Triggered, des meufs aux cheveux bleus qui hurlent et qui pleurent, etc. C'est pour présenter, pour humilier publiquement des personnes et faire passer un message au public que tous ceux qui s'identifient à la personne humiliée sont inférieurs et du coup, identifiez-vous à la personne qui humilie ces gens. Identifiez-vous à la suprématie, à la race supérieure de ces gens qui ne savent que pleurer, qui sont des animaux désespérés. C'est ça le message. Son interprétation est peut-être très juste, Cassandre, mais c'est une interprétation malgré tout. Le journaliste fait son travail en étant assez neutre. Il faut souligner que c'est une bonne chose. Il reste dans son sujet qui est photo falsifiée par IA et pas les crimes de l'ICE. L'interprétation est à faire par le lecteur. Le sujet photo falsifié par IA, je trouve que l'angle le plus intéressant, c'est pas il y a un débat, est-ce que l'IA c'est bien ou c'est pas bien? Et Trump utilise l'IA, mais c'est beaucoup plus intéressant comme angle de parler de pourquoi ils utilisent l'IA, à quelle fin, pour montrer quelles images. Tu peux très bien ne pas parler des crimes de ICE, hein. Tu peux très bien le faire. Je pense que c'est un peu bizarre de ne pas parler des crimes de ICE parce que ça fait partie du contexte et quand t'es journaliste, t'es censé donner du contexte quand même, hein, normalement. Mais juste, je considère que l'angle est pourri, oui. Parce que l'angle reste à oh là là, est-ce que l'IA c'est bien ou c'est pas bien? D'autres membres de l'administration Trump ont recours à ces images et certains rivaux politiques du président en font désormais aussi usage. Les démocrates aussi maintenant ils utilisent l'IA. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? On sait pas. Oui, genre si l'image est juste une photo, c'est ok du coup. Oui, c'est ça. Si l'image est une photo d'une femme en larmes qui voit, je sais pas, son mari se faire déporter par ICE et qu'elle circule partout avec plein de gens qui disent ouais, regardez, c'est génial, on est super, qu'elle circule, qu'elle n'est pas retouchée. Cette femme a vraiment pleuré, mais qu'elle circule absolument partout comme méthode d'humiliation
public et rituel de cette femme et des libéraux qui subissent la répression de l'État, etc., etc. Et ça existe, hein, by the way, hein. Spoiler alert, ils ne diffusent pas que des photos IA. Ils diffusent aussi des vraies photos. Dès qu'ils peuvent avoir une photo qui est suffisamment humiliante et qui renforce encore une fois cette guerre psychologique contre les opposants à ICE, contre les gens qui manifestent, etc., ils le font, hein. Donc bon, les tendances et les contextes, c'est important de les amener pour comprendre, justement, surtout pour l'international. Bah oui, l'international, déjà, les gens n'y comprennent rien. Les gens ont tendance en plus beaucoup à calquer un petit peu la situation. Et donc, c'est d'autant plus important de faire un article où t'expliques le contexte, quoi. En tout cas, voilà, je voulais vraiment finir là-dessus. Et je trouve que cette image est assez parlante sur mon analyse de, voilà, terrorisme domestique de la part de Trump et aussi l'usage de l'humiliation et de ce sadisme dans la propagande et dans la guerre psychologique qui est menée. Pour moi, c'est quand même un peu les séances de dévoilement public qui avaient été orchestrées par l'armée française lors de la guerre d'indépendance d'Algérie. Il y avait une utilisation qui avait été théorisée, une très bonne vidéo du Monde qui en parle, hein, je vous la conseille, ça commence à dater, mais c'est une très bonne vidéo qui en parle, où ça avait été théorisé que d'organiser ces séances de dévoilement public des femmes, alors des femmes qui étaient complices, hein, souvent des femmes qui étaient déjà partisanes de l'Algérie française, ou qui étaient des travailleuses de l'administration, donc qui avaient très très peu de choix, qui étaient dépendantes de la femme du général qui gérait ces bails-là, etc. Enfin bref, donc c'est des femmes qui n'étaient pas véritablement dévoilées, parfois qu'elles étaient complices, etc. Ou alors même qu'elles étaient contraintes, et d'utiliser ces séances de dévoilement public pour saper le moral des combattants algériens, des résistants algériens, pour justement les diviser et montrer leurs femmes comme entièrement soumises et déjà cause perdue de l'impérialisme français, par exemple. Et tu vois, ça, c'est des trucs assez intéressants parce qu'il y a cette utilisation souvent de l'humiliation. Et d'ailleurs, c'est très souvent des femmes qui sont montrées dans ce genre de photos humiliantes. C'est même d'ailleurs, je n'ai même pas, j'ai même pas d'image dans ma tête, je n'ai même pas souvenir de ce genre d'humiliation rituelle utilisée avec la photo d'un homme. Dans ma tête, je vois toujours passer des photos de femmes, que ce soit des photos retouchées par IA ou des photos réelles, dans cette optique-là d'humiliation. Il y a une dynamique genrée quand même importante là-dedans. Mais c'est toujours l'utilisation, du coup, de l'humiliation publique de femmes pour mener cette guerre psychologique et s'appelle morale de résistants présupposés hommes, donc notamment ceux qui pourraient éventuellement porter des armes, etc. Si quand même des photos de prisonniers. Oui, c'est vrai, les photos de prisonniers, en effet. Les photos de prisonniers, c'est beaucoup plus des hommes. T'as raison. C'est vrai que les photos de prisonniers, c'est plutôt des hommes, en effet. Et généralement, ils sont plutôt montrés comme des animaux en cage. C'est pas le même type d'humiliation. Les femmes, on va plutôt les montrer comme ayant une émotion, étant en larmes, en pleurs, désespérées, etc., comme portant une émotion d'abandon. Là où, en effet, les hommes, on va plus les mettre dans un contexte qui renforce le discours de leur animalisation. Donc oui, voilà en tout cas la petite update sur ce qui se passe au Minnesota et les tensions qui grossissent de plus en plus et voilà quoi. De toute façon, je pense que c'est pas la seule update que je vais faire sur la situation au Minnesota parce que c'est absolument terrifiant ce qui se passe et bah voilà, hein, force et solidarité avec le peuple états-unien en résistance. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.